Mes chers amis, Ingrid Betancourt. Voilà. Ingrid, il y a ici une partie de toutes celles et tous ceux qui se sont battus pour que personne ne vous oublie. Il y a des anonymes, il y a des connus, il y a des élus, il y a, au premier rang desquels se trouve le maire de Paris, que je salue, il y a des artistes, il y a ici que des femmes et que des hommes qui se sont dit, pendant toutes ces années, elle est vivante. Il y a des gens qui vous ont connu avant et qui se sont mobilisés parce qu'ils vous aimaient avant. Il y a des gens qui vous ont aimé alors qu'ils ne vous connaissaient pas parce qu'ils trouvaient scandaleux ce qui vous arrivait. Mais tous, ils ont un point commun, ils y ont cru du début à la fin. Et tous ceux qui sont ici, à leur manière, avec leurs moyens, ils ont permis que vous soyez avec nous aujourd'hui. Et je veux dire à Ingrid, d'abord qu'elle a une famille extraordinaire. Et je crois que si tout le monde s'est mobilisé, c'est quand même pas rien dans la vie. C'est vous qu'on applaudit. Ils ont été exceptionnels. Et au fin fond de la jungle, là où vous vous trouviez, avoir une famille comme ça, ils ont été exceptionnels de courage, d'intelligence, de dignité, de gentillesse. Ils ont été déçus un nombre de fois incommensurable. C'était vraiment l'image, là, ils se battaient là, avec leurs petits bras, et puis des immeubles s'abattaient sur eux, on croyait que tout était fini, puis il y avait une petite main qui sortait sous un amas de briques, et puis qui disait, allez, tout recommence, ils ont été formidables, et c'est grâce à eux que tous ces gens et tant d'autres qui auraient aimé être avec nous ont apporté leur contribution. Il y a ceux qui sont élus, donc qui ont mis sur l'hôtel de ville de Paris cette magnifique photo d'Ingrid, qui n'a jamais été enlevée, et qui était un beau signal que toute la ville de Paris était derrière Ingrid. Et ceux qui chantent, et qui ont chanté, y compris avant d'être mariés, hein. Je voudrais d'ailleurs, je ne sais pas s'il est là l'invité de dire tout particulièrement au chanteur Renaud, parce que ils ont tous été fantastiques, mais je veux dire que lui, il a fait une chanson, il était de tous les combats, il a été formidable. Et puis il y a tous ces comités qu'on recevait avec des gens qui manifestaient, qui étaient très différents, mais qui tous voulaient que vous reveniez. Et puis je vais vous dire une chose, la France vous aimait lorsque vous souffriez, et puis la France, elle vous admire, parce que franchement, 6 ans et 5 mois, revenir comme ça, un tel sourire, c'est pas rien. Bon, voilà Ingrid. Vous avez dit à la France que vous l'aimiez. Je crois que je suis habilité à vous dire que la France vous aime encore plus, Ingrid Betancourt. Je suis tellement émue.
Alors, depuis qu'on m'a libérée, je ne fais que pleurer. Mais je ne veux pas pleurer, je ne veux pas pleurer maintenant. Je vais essayer de me contrôler. Mais j'ai tellement envie de vous embrasser un à un. Je vous dois la vie. Je vous dois tout. Si vous saviez ce que c'était de savoir au fin fond de cette jungle. Alors, je voudrais vous expliquer ce que c'était. Pas de soleil, pas de ciel. Un plafond vert. Alors, je suis très écolo, mais non. Trop. C'était trop. Une muraille d'arbres, plein de bêtes les plus épouvantables les unes que les autres. Pour vous donner une idée de ce que c'était, lorsque nous devions marcher, faire ces marches, je crois qu'en moyenne, j'ai fait 300 kilomètres à pied par an. Pendant 7 ans, allez-y, vous pouvez faire le compte. Je marchais avec un chapeau jusqu'aux oreilles parce que toutes sortes de choses vous tombent sur la tête. Des fourmis qui vous piquent, des bestioles, des poux, des tigres, avec des gants, parce que tout dans la jungle pique. Chaque fois que vous essayez de vous raccrocher pour ne pas tomber à quelque chose, vous avez mis la main sur une tarentule, vous avez mis la main sur une épine, vous avez mis la main sur une feuille qui pique. C'est un monde absolument hostile, avec des animaux dangereux, dont le plus dangereux de tous étant l'homme. Ceux qui étaient derrière moi avec leurs gros fusils à me pousser, marcher, aller plus vite. Bon. Et donc, dans cette atmosphère, dans ce monde hostile où tout est ennemi, tout est dangereux, tout est contre vous, il y a Dieu, et puis pour moi, il y avait vous. Parce que je savais que j'étais portée par votre amour, par vos prières, par vos paroles, par votre action. Je sais que c'est très, très dur de soutenir l'espoir de quelqu'un en faisant du quotidien de chacun de nous un espace pour lutter pour les autres. Le quotidien, dans le quotidien, on a plein de choses à faire. Il faut aller à l'école, chercher les enfants, il faut laver le linge, il faut passer à la banque, il faut faire plein de choses. Le temps que vous avez trouvé pour vous occuper de moi, pour m'inclure dans votre quotidien, dans votre vie, pour faire de moi quelqu'un de votre famille, pour avoir souffert avec moi, pour avoir espéré avec moi, pour m'avoir accompagné dans tous ces moments d'angoisse. Mon Dieu, que je vous aime. La dernière fois que je l'ai vu, il parlait espagnol. Dans la jungle, j'étais accompagnée
de personnes qui souffraient autant que moi. Probablement plus, parce que moi j'avais la chance de vous avoir. Eux avaient l'impression que personne ne s'occupait d'eux. Vous avez accompli quelque chose d'admirable, c'est que votre amour, vous l'avez construit et vous l'avez transformé en organisation, en force organisée, avec des actions concrètes, avec une mobilisation concrète qui a permis que le monde a connu notre existence et à travers vous a connu notre horreur. Mais je suis là et j'ai laissé derrière moi des êtres humains qui sont encore dans les mains des FARC. Alors, j'ai besoin de vous encore. J'ai besoin de vous encore parce que on ne peut pas les laisser là. Là où ils sont, ils souffrent, ils sont seuls. J'ai embrassé les familles de beaucoup d'entre eux avant de partir. Ils étaient désespérés. Ils avaient l'impression qu'une fois moi libre, c'était fini. Bien. Alors, je me tourne vers notre président. Parce que on a aussi besoin de lui. On a besoin de continuer à penser comment on va s'organiser, comment on va faire d'autres choses pour eux. Mais moi, j'ai besoin de compter sur notre président Sarkozy pour qu'il aille en Colombie à nouveau. Il faudra reparler avec Uribe. Il faudra reparler avec Uribe. Mais maintenant, on l'aime bien quand même. Et je ne sais pas ce qu'on va s'inventer pour essayer de trouver un moyen de faire bouger les choses. Parce que c'est vrai que maintenant, tout a l'impression d'être encore bloqué. Maintenant, c'est l'horreur parce que les FARC ne communiquent plus, ni avec Chavez, ni avec le président d'Équateur, Rafael Correa, encore moins avec Uribe. On peut essayer, peut-être, qu'ils auront une petite porte ouverte pour ces délégués de la France qui ont travaillé pour nous. Je sais que je m'en veux de vous demander cela comme ça en public, mais parce que je sais que chaque fois que les émissaires français ont été dans la jungle pour moi, ils avaient peur de ne pas revenir. Alors, est-ce que j'ai le droit de demander que ce sacrifice soit fait maintenant pour les autres ? Je ne sais pas si j'ai le droit, mais je le fais quand même. Et puis, j'ai honte de ce que je vais dire, parce que je vais encore continuer à demander des choses. Alors voilà, je vais vous raconter une histoire. J'ai passé 7 ans de ma vie avec des êtres humains sans espoir. Je parle des soldats et
et des policiers qui étaient séquestrés avec moi. Le plus jeune avait 18 ans quand il a été pris. Vous faites le calcul, il a maintenant 28. Pas de femme, pas d'enfant, pas de famille. Leur vie disparue. Quand je parlais avec eux, toujours la sensation de cette défaite face à la vie, d'avoir manqué toutes les opportunités. Ils regardaient ce que les autres avaient fait, ils se disaient, mon Dieu, les autres sont allés à l'université, les autres ont réussi à finir leurs études, les autres ont fait ceci, ont fait cela. Et moi, je leur parlais de la France. Je leur disais, la France, c'est la liberté. La France, c'est le bonheur, c'est la fraternité. Je sais que c'est banal, mais c'est vrai. Ce sont des mots qui, pour nous, ce sont des étiquettes, mais pour eux et pour moi, je vais encore me mettre à pleurer. Pour nous, dans la jungle, c'était des mots très très forts. Et je leur parlais de la France parce que je voulais qu'ils pensent à autre chose, qu'ils arrêtent de penser au suicide, qu'ils arrêtent de se morfondre l'âme, qu'ils arrêtent de pleurer sur leur sort. Alors là, je sais que c'est... je ne sais pas si c'est possible. Vous pouvez dire non. Je rêve d'un projet pour ceux qui sont sortis de la forêt avec moi hier et pour ceux qui sont encore là-bas, pour qu'ils aient une illusion, un rêve. Est-ce que nous pourrions leur offrir de venir en France et de finir leurs études ici, pour ceux qui les ont commencées, une espèce de bourse de la fraternité franco-colombienne, je ne sais pas comment, de la liberté, la bourse de la liberté. J'ai été prof de français dans la jungle. Je crois que j'ai été une très mauvaise prof parce que la seule chose qu'ils ont réussi à retenir, parce que j'ai su que Luis Eladio, que j'adore et qui lutte pour nous tous et qui est avec nous et que je sais que vous aimez comme je l'aime et qui va nous accompagner encore dans toute cette croisade pour la liberté de ceux qui restent derrière nous. Lui, il chantait la Marseillaise. Il a chanté. Bon. Alors je rêve que ces compagnons que j'ai laissés derrière, ceux qui m'ont accompagné pendant toutes ces années, je rêve de les voir un jour me répondre en français, comme je rêve de les voir vivre la France pour qu'ils l'aiment comme je l'aime. Ingrid, s'agissant d'abord de tous ceux qui restent prisonniers, la France n'arrêtera pas le combat. De la même façon qu'on s'est mobilisé pour Ingrid Betancourt, c'est pas pour autant qu'il fallait oublier les 3 otages américains ou les malheureux Colombiens qui sont dans les mains des FARC. Donc que les choses soient claires, on continuera. Deuxièmement, pour tous ceux qui ont été victimes de ces bourreaux, s'ils souhaitent venir en France, il n'y a pas de problème. Bien au contraire. Alors, s'agissant des FARC eux-mêmes, on a pris nos responsabilités. J'ai obtenu la libération de M. Granda. Après un fameux débat et un fameux combat. Et j'avais proposé, notamment par l'intermédiaire de l'Église catholique, qu'on les reçoive.
tous ceux qui abandonneront les armes, qui se comporteront en respectant la dignité des personnes, la France est prête à jouer un rôle. Pour le reste, les FARC doivent arrêter ce combat ignoble qui brise des vies innocentes. J'aurai l'occasion avec Bernard Kouchner d'aller en Amérique latine pour parler de tout ça, pour remercier le président Uribe, pour remercier le président Chavez, pour remercier le président Correa, pour remercier Mme Kirchner, parce que c'est tout un continent qui s'est mobilisé pour Ingrid Betancourt, et pour parler de l'avenir. Il y aura toujours de la place en France pour ceux qui respectent les droits de l'homme et qui se dissocient du combat de ces tortionnaires moyenâgeux. Toujours un espoir et toujours une place. Pour ceux qui restent solidaires des preneurs d'otages, il n'y a pas d'espoir. Il faut faire le choix. Soit on fait le bon choix, et dans ce cas-là, la France répondra présent. Soit on fait le mauvais choix, et dans ce cas-là, la France ne pourra rien. En tout cas, tant qu'il restera des prisonniers aux mains des FARC, on fera pour eux comme on a fait pour les infirmières bulgares. Et comme on fait tous ensemble pour que le soldat Chalit, dont j'ai rencontré les parents, ça fait 2 ans, vois-tu, qu'ils n'ont même pas eu une nouvelle de leur fils. Et j'aurai l'occasion, en voyant pour le sommet de la Méditerranée le président Bachar el-Assad, de lui dire de mettre toute la force de la Syrie pour qu'on relâche le soldat Chalit. Donc il faut que tu puisses dire à tes compagnons que ça continuera. Ce n'est pas simplement la diplomatie française, c'est toute la France. Voilà. Allez, je crois maintenant, vous la voulez, vous l'avez. Allez, on va prendre le verre de l'amitié.